On va voir maintenant le théorème de transfert et ses applications. On va commencer par définir ce qu'est un moment. On se donne donc une variable aléatoire discrète, grand X, de loi x, i, pi. Je vous rappelle donc x, i sont les valeurs prises par grand X et pi c'est la probabilité pour que grand X soit égal à xi. On va dire que x admet un moment d'ordre 1 qu'on va noter m indice 1 de x, ou encore une espérance, ce qu'on note grand E de x, si la série de termes général x, i, pi est absolument convergente. On va poser m1 de x égale l'espérance de x égale la somme des x, i, pi. Plus généralement, si R est un entier naturel non nul, on va dire que grand X admet un moment d'ordre R et on va noter ce moment m indice R de x si la série somme des x, i puissance R, pi converge absolument. On posera alors mi de x, la somme de cette série. Enfin, on va dire que x admet une variance, ce qu'on notera v de x, si x admet une espérance et si la série de termes général xi moins espérance de x le tout au carré fois pi converge. On posera par définition v de x égale à la somme de cette série. La variance est donc nécessairement un réel positif puisque c'est la somme d'une série à terme positif. Vous remarquez qu'ici on ne parle pas de convergence absolue justement parce que c'est une série à terme positif et donc l'absolue convergence est équivalente à la convergence. Alors on va voir tout de suite un exemple. On prend x, une variable aléatoire discrète sur n étoiles, telle que pour tout n appartenant à n étoiles, la probabilité que grand X soit égal à n est égale à 2 puissance n sur 3 puissance n plus 1. Donc, il y avait une erreur ici, ça a été corrigé. Donc c'est la probabilité que x soit égal à n qui est égale à 2 puissance n sur 3 puissance n plus 1. Donc d'abord on va vérifier que ces égalités ici définissent bien une loi de probabilité. Il faut donc vérifier que 2 puissance n sur 3 puissance n plus 1, c'est le terme général d'une série qui est convergente et dont la somme vaut 1. Il faut donc que la somme des probabilités soit égale à 1, ça correspond à la somme de la série. Ceci, c'est le terme général d'une série géométrique de raison 2 tiers et dont le premier terme est 1 tiers, puisque c'est 1 tiers fois 2 puissance n sur 3 puissance n. Comme 2 tiers est compris entre moins 1 et 1 strictement, ça va être une série convergente et sa somme vaut, d'après la formule, 1 tiers divisé par 1 sur 1 moins 2 tiers, c'est-à-dire 1, donc la somme vaut bien 1 et j'ai donc défini une loi de probabilité. Alors on cherche maintenant à savoir si x admet une espérance. Pour cela, il nous faut déterminer si la série de termes général n sur 2 puissance n, 3 puissance n plus 1 converge. Alors, théoriquement, il faudrait montrer qu'elle converge absolument. Comme c'est une série à termes positifs, on montre simplement qu'elle converge puisque les deux notions sont alors équivalentes. Pour montrer que c'est le terme général d'une série convergente, je vais faire apparaître la série géométrique dérivée, ici n fois 2 tiers à la puissance n moins 1. Il suffit pour cela de réécrire cette fraction. Je fais sortir un 2 sur 3 au carré pour faire apparaître ma série dérivée. La série dérivée, c'est une série convergente. Donc, en la multipliant par 2 neuvièmes, je ne change pas la convergence. J'en déduis donc que ceci, n fois 2 puissance n sur 3 puissance n plus 1, c'est le terme général d'une série convergente. Et pour sa somme, je vais multiplier 2 neuvièmes par la somme de la série dérivée. Alors la série dérivée, la formule, c'est 1 sur 1 moins la raison au carré. Donc je me retrouve avec une somme égale à 9. Et donc, en multipliant par 2 neuvièmes, je me retrouve donc avec une espérance qui est égale à 2. Alors je cherche maintenant à savoir si x admet un moment d'ordre 2. Donc pour cela, il faut déterminer si la série de termes général n carré fois 2 puissance n sur 3 puissance n plus 1 converge. Pour cela, je vais à nouveau réécrire ce terme général. Donc ici, je vais faire apparaître une série dérivée avec une dérivée seconde, c'est-à-dire n fois n moins 1. Donc je vais écrire ce n carré sous la forme n fois n moins 1 plus n. Et ensuite, ici, je reconnais le terme général de l'espérance, donc je sais que c'est le terme général d'une série convergente, puisque je viens de le montrer. Et ce terme ici, n fois n moins 1 fois 2 puissance n sur 3n plus 1, je vais le modifier pour faire apparaître ma série dérivée seconde. Donc ici,
je vais donc écrire n fois n-1 fois 2 puissance n sur 3 puissance n plus 1. Je vais mettre en facteur un 2 au carré, c'est-à-dire un 4 ici, pour faire apparaître un 2 puissance n-2. Ici, je vais mettre en facteur un 3 au cube, c'est-à-dire un 27. Je me retrouve donc avec 4 27e fois n fois 2 tiers puissance n-2. Ici, je reconnais le terme général de ma série dérivée 2 fois. J'applique la formule pour trouver la somme de cette série dérivée, c'est 2 sur 1 moins la raison au cube. Je multiplie par mon 4 27e, c'est-à-dire 4 sur 3 au cube, et je rajoute donc l'espérance. Donc ceci, c'est la somme de la série de termes générales n fois n-1 fois 2 puissance n sur 3 puissance n plus 1, et l'espérance, c'est le terme général de la série n fois 2 puissance n sur 3 puissance n plus 1. La somme étant égale à n carré fois 2 puissance n sur 3n plus 1. Ceci me donne 8. L'espérance, j'ai calculé, elle valait 2, et donc je me retrouve avec un moment d'ordre 2 qui est égal à 10. Alors la proposition 14 va nous faire le lien entre les moments d'ordre R et les moments d'ordre inférieur ou égal à R. Donc que dit la proposition 14? Si je me donne une variable aléatoire discrète et R un entier naturel supérieur ou égal à 2, si X admet un moment d'ordre R, alors X va admettre des moments d'ordre inférieur, de tout ordre inférieur ou égal à R. Autrement dit, pour tout entier inférieur ou égal à R, tout entier S, X admettra un moment d'ordre S. Alors la démonstration, je note XI, PI, la loi de X. Donc XI, les valeurs prises par grand X, et PI, la probabilité pour que grand X soit égal à XI. Et je vais prendre un entier K compris entre 1 et R. Si en valeur absolue XI est supérieur ou égal à 1, alors je me retrouve avec la valeur absolue de XI à la puissance K qui est inférieure à la valeur absolue de XI à la puissance R, puisque K est inférieur ou égal à R. Si en revanche XI en valeur absolue est plus petit que 1, alors je sais que chacun des termes élevés à la puissance K va être plus petit que 1. Donc au final, j'aurai ceci, à savoir, pour tout indice I, XI à la puissance K sera plus petit que la somme des deux. Donc vous voyez qu'ici on a fait une majoration assez violente puisque on majore par la somme des deux majorants. Donc encore une fois, XI à la puissance K en valeur absolue est soit plus petit que la valeur absolue de XI à la puissance R, soit plus petit que 1, et donc il est tout le temps plus petit que la somme de ces deux majorants qui sont positifs. J'en déduis quoi? J'en déduis qu'en multipliant par PI, XI en valeur absolue à la puissance K, PI, qui est le terme général de la série dont je cherche à montrer la convergence, c'est plus petit que PI plus XI en valeur absolue à la puissance R fois PI. Et maintenant, je vais montrer que c'est la somme, cette somme-là, c'est le terme général d'une série convergente en tant que somme de deux termes généraux de série convergente. Alors la première, ici, PI, c'est bien le terme général d'une série convergente par définition d'une loi de probabilité. Je sais même que sa somme vaut 1. Et ceci, c'est le terme général d'une série convergente parce que j'ai supposé que X admettait un moment d'ordre R. J'en déduis donc que la série de termes général PI plus valeur absolue des XI puissance R fois PI converge. Ceci est une série à terme positif. Elle majore le terme général positif de cette série. J'en déduis donc que ceci est le terme général d'une série convergente. J'ai donc bien montré que la série de termes général XI puissance K PI convergeait en valeur absolue, c'est-à-dire que X admettait un moment d'ordre K, ce qui montre donc la proposition 14. Alors on va maintenant définir dans le cadre infini le fait d'appliquer une fonction à une variable aléatoire, on l'a déjà vu. Donc ici je me donne une variable aléatoire discrète, grand X, et je prends f, une fonction qui va de x oméga dans R. Je vais alors pouvoir définir une variable aléatoire discrète grand Y qui est égale à f de x, c'est-à-dire la composée de f et de grand X. Donc si x oméga prend ces valeurs
si c'est l'ensemble de ces valeurs, c'est l'ensemble des xn, l'ensemble des valeurs prises par grand Y de oméga, ce sera l'ensemble des f de xn. Alors on va voir deux exemples. D'abord, je prends grand X, une variable aléatoire à valeur dans n étoiles, et je vais poser y égale 2 fois grand X. Alors l'ensemble des valeurs prises par grand Y, ce sera l'ensemble des entiers pairs non nuls, c'est-à-dire l'ensemble des 2n pour n variant dans n étoiles. Si maintenant je prends x oméga à valeur dans n, grand X à valeur dans n, c'est-à-dire x oméga égale n, et je prends la fonction qui à x associe 1 si x est pair et 0 sinon. Je pose y égale f de x, alors les valeurs prises par grand Y seront 0 ou 1, c'est-à-dire l'image de l'ensemble grand N par cette application ici. Donc on voit que 1 et 0 sont les deux seules valeurs possibles et qu'elles sont atteintes, donc y de oméga, c'est l'ensemble 0, 1 qui contient que deux éléments. Donc pour bien comprendre la loi de Y, il faut comprendre, donc si on a un petit y qui appartient à l'image y de oméga, on sait qu'il s'écrit f de x. Pour un certain x qui est une image de grand X, c'est-à-dire qui appartient à grand X de oméga. Dans la mesure où f n'a aucune raison d'être injective, il peut y avoir plusieurs antécédents par f. Si on prend, donc ici, on a une fonction qui est injective, la multiplication par 2. Donc j'aurai un seul antécédent. Si je prends un élément de y oméga, il va s'écrire 2m, son unique antécédent, ce sera m. En revanche, si je prends ici un élément de l'image, c'est-à-dire soit 0, soit 1, j'aurai une infinité d'antécédents puisque tous les entiers pairs seront des antécédents de 1 et tous les entiers impairs seront des antécédents de 0. Alors, avant de montrer que f de x est une variable aléatoire, je vais expliciter la probabilité de cette variable, en admettant que y est une variable aléatoire, la probabilité de cette variable aléatoire. Donc je prends x, une variable aléatoire discrète, grand X, petit f, une application de x oméga dans R, et y égale f de x, comme tout à l'heure. La loi de probabilité de y va être donnée par l'égalité suivante. Pour tout y de y oméga, la probabilité pour que grand Y soit égal à petit y, ça va être la somme des p de x égale x, où petit x parcourt l'ensemble des antécédents de y par f. Donc ici, je fais la somme sur les x appartenant aux images de grand X, telles que f de x est égal à y. Alors, on va voir tout de suite un exemple. On reprend les deux exemples de tout à l'heure. Ici, j'explicite grand X. Par exemple, je prends une variable aléatoire qui est donnée par p de x égale k égale 1 sur 2 puissance k. J'ai ma fonction qui à x associe 2x. Je sais que l'ensemble des images prises par grand Y, c'est l'ensemble des entiers pairs. Je me donne maintenant un petit y qui est un élément de y de oméga. Y est un entier pair, donc il va s'écrire 2m, avec m un entier non nul. L'unique antécédent par f, ça va être l'entier petit m, puisque f de m égale à 2m, c'est l'unique possibilité. Donc la probabilité pour que y soit égal à 2m, ça va être égal à la probabilité pour que grand X soit égal à m. Encore une fois, la probabilité pour que y soit égal à 2m, théoriquement, c'est la somme des probabilités des x égale à antécédent de 2m. Comme j'ai un seul antécédent, ma somme est réduite à un terme. C'est donc uniquement égal à la probabilité pour que grand X soit égal à m, c'est-à-dire 1 sur 2m. En revanche, si je reprends mon exemple qui envoie la fonction qui a un entier, l'envoie sur 1 s'il est pair et 0 sinon, eh bien, quand je veux déterminer p de y égale 1 ou p de y égale à 0, p de y égale 1, ça va être la somme des p de x égale à 2n, puisque tous les entiers pairs seront des antécédents. Donc vous voyez qu'ici, je me retrouve avec une somme infinie. Il faudra donc considérer la série de termes générales x égale à 2n et déterminer sa somme. La somme de cette série sera égale à la probabilité pour que y soit égal à 1. Alors je suis maintenant en mesure de montrer que fx est une variable aléatoire. Pour montrer que fx est une variable aléatoire, il faut montrer que pour tout élément y de l'image, c'est-à-dire de y de oméga,
l'ensemble grand Y égale à petit y appartient à l'attribut A. Je vais expliciter cet ensemble. Grand Y égale à petit y, c'est donc l'ensemble des f de grand X égale à Y, puisque Y égale f de grand X. Cet ensemble-là peut s'écrire comme la réunion disjointe des grand X égale à XK, avec XK qui parcourt l'ensemble des antécédents de Y. C'est-à-dire, pour tous les XK tels que f de XK égale à Y, X égale à XK est un sous-ensemble qui va réaliser donc grand Y égale à Y, et la réunion de tous ces événements ici va me donner grand Y égale à Y. Je sais que X est une variable aléatoire, donc chacun de ces ensembles grand X égale à XK va appartenir à l'attribut, et donc la réunion ici, qui est une réunion dénombrable, va appartenir également à l'attribut, et donc j'ai bien montré que grand Y égale à Y appartenait à l'attribut. Ainsi, j'ai montré que f de grand X était une variable aléatoire. Alors, comme dans le cadre fini, on a le théorème de transfert qui va être très utile. Donc, si je me donne une variable aléatoire grand X, je vais noter X indice I l'ensemble de ces images possibles. Je vais prendre une application petit f qui est définie de x oméga dans R et je vais poser Y égale f de X. Alors, si la série de termes général f de xi, probabilité pour que grand X soit égal à xi, est absolument convergente, je pourrais affirmer que y admet une espérance et que l'espérance de y, c'est la somme de cette série, donc qui est f de xi fois probabilité de x égale à xi. Donc vous voyez qu'ici, c'est exactement l'analogue de la formule dans le cadre fini, sauf qu'au lieu d'avoir une somme finie, j'ai une somme infinie, et donc pour donner du sens à cette somme infinie, c'est la somme de la série de termes général ceci. Donc j'impacte, les probabilités restent les probabilités de x égale à xi, et je vais donc ici modifier par rapport à l'espérance de x. Donc ici, par rapport à l'espérance de grand X, où c'est la série de termes général xi, probabilité de x égale à xi, la probabilité de y, je vais donc uniquement modifier mon terme général en remplaçant xi par f de xi, exactement comme dans le cadre fini. Grâce à ce théorème de transfert, je vais pouvoir avoir la formule de Koenig-Huygens comme pour le cadre fini. Et je vais donc avoir la proposition suivante qui dit que si x est une variable aléatoire discrète qui admet une variance, la variance peut se calculer en calculant e de x carré moins e de x le tout au carré. Autrement dit, le moment d'ordre 2 moins le moment d'ordre 1 au carré, c'est-à-dire l'espérance au carré. La démonstration est complètement analogue au cas fini, si ce n'est qu'il faut considérer les sommes des séries au lieu des sommes finies. Donc plus généralement, le théorème de transfert va apporter pas mal d'applications. Donc je vais les lister ici. Dire que x admet un moment d'ordre 2, c'est équivalent à dire que la variable aléatoire x carré admet une espérance, puisque exponentielle de x carré va être égale au moment d'ordre 2 de x par le théorème du transfert, c'est-à-dire à la somme de la série de termes général xi au carré pi. Par ailleurs, x admet une variance, c'est donc équivalent à dire que la variable aléatoire x moins l'espérance de x admet un moment d'ordre 2, ça c'est à nouveau le théorème de transfert qui dit ça, et en développant le terme général de la série et en passant à la somme, on va obtenir, j'anticipe sur le 5, c'est-à-dire on va obtenir la formule de Koenig-Huygens. Donc pour l'instant je me contente simplement de dire que c'est le moment d'ordre 2 de cette variable aléatoire. Si x admet une espérance, ax plus b va admettre une espérance et j'aurai cette formule-là que vous aviez déjà dans le cadre fini. À nouveau, ça se démontre simplement en décomposant le terme général de la série en la somme de deux termes généraux de série convergentes et en passant à la somme. Pour une variance, je vais avoir de la même façon cette formule-là. La variance de la variable aléatoire ax plus b sera égale à a carré fois la variance de x. Et enfin, donc la formule de Koenig-Huygens qui va nous dire que x admet une variance si et seulement si x admet un moment d'ordre 2, et dans ce cas-là, la variance va être donnée par la différence entre e de x carré moins e de x
le tout au carré. Donc, je vous rappelle que x admet une variance si et seulement si elle admet une espérance et la série donc, de termes général qui correspond au moment d'ordre 2 de x moins espérance de x converge. Alors, on passe maintenant aux lois usuelles. Donc, on va voir d'abord la loi géométrique, qu'on appelle aussi la loi d'attente d'un premier succès dans un processus sans mémoire. Donc, sans mémoire, c'est-à-dire que les événements sont indépendants. Donc le modèle est le suivant. Classiquement, on se donne une urne qui contient deux catégories de boules, par exemple des boules blanches en proportion P et des boules noires en proportion Q égale 1 moins P. Et on va effectuer des tirages successifs avec remise. Et on va noter grand X le rang d'apparition de la première boule blanche. On peut modéliser cette situation par quand je tire une boule, ce sera un succès si elle est blanche, ce sera un échec si elle est noire. Comme les tirages sont successifs avec remise, ça correspond à une succession de... je cherche à savoir à quel moment je vais obtenir un succès quand je réitère mon expérience. Donc, si je regarde grand X, si grand X est le rang d'apparition de la première boule blanche, les valeurs possibles pour grand X seront n étoiles, puisque le succès peut intervenir pour n'importe quel entier supérieur ou égal à 1. Maintenant, quelle va être la loi de X? Donc pour la déterminer, j'exprime l'événement X égale n en disant que Gx égale n si j'ai obtenu la boule noire au premier tirage et la boule noire au deuxième tirage, etc. jusqu'à la boule noire au n-1e tirage et enfin, j'ai obtenu la boule blanche au nème tirage. Dans la mesure où les lancers successifs sont indépendants, la probabilité de cette intersection, ce sera le produit des probabilités. Je me retrouve donc avec Q puissance n-1, ça correspond aux probabilités des ni, qui sont au nombre de n-1, fois P, qui est la probabilité de Bn. Donc la première chose à voir, c'est que si je pose pour tout n appartenant à n étoiles, P de x égale n égale P fois Q puissance n-1, il faut vérifier qu'on a bien une loi de probabilité. Pour cela, il faut déterminer si la série de termes générales P fois Q puissance n-1, d'abord si ce sont bien des réels compris entre 0 et 1, ce sera le cas. Et ensuite, il faut savoir si c'est une série convergente et si sa somme vaut bien 1. Alors, c'est une série convergente parce que c'est une série géométrique de raison Q, avec Q qui est strictement compris entre 0 et 1. Je calcule sa somme. La série, donc la raison vaut Q, et le premier terme vaut P, donc la formule c'est P sur 1 moins Q étant égal à P, je me retrouve bien avec une somme égale à 1. Si je cherche à calculer la probabilité de ne jamais obtenir une boule blanche, cet événement, donc l'événement A qui est de ne jamais obtenir une boule blanche, ça veut dire que j'obtiens systématiquement une boule noire, autrement dit, c'est l'intersection des ni pour i variant dans n étoiles. J'utilise la formule qui me permet de calculer cette probabilité d'une intersection dénombrable. Ça va être la limite des probabilités des intersections finies. L'intersection des i égale 1 à n des ni, la probabilité de cet événement, c'est simplement le produit des ni, donc le produit fini, pour i égale 1 à n des produits de ni, puisque les événements sont indépendants. C'est-à-dire, il y a une faute ici, c'est q puissance n, ça va être la limite des q puissance n, et comme q est strictement compris entre 0 et 1, ce sera 0, donc la probabilité de ne jamais obtenir une première boule blanche est nulle. Alors, on est prêt à définir la loi géométrique. On va dire qu'une variable aléatoire réelle grand X suit la loi géométrique de paramètre P, avec P un réel strictement compris entre 0 et 1, si grand X a comme image n étoiles, et pour tout entier non nul, la probabilité pour que X soit égal à n est égale à P fois Q puissance n-1. On va le noter avec X, une flèche ronde, un G calligraphié, avec parenthèse P. Alors, imaginons que je prenne une variable aléatoire qui suit une loi géométrique de paramètre P, avec P donc compris strictement entre 0 et 1, et je prends la fonction f qui à x associe 1 si partie entière de x est paire et 0 si partie entière de x est impaire. Comme ici, x oméga est à valeur
entière, ce sera simplement 1 si n est pair et 0 si n est impair. On va chercher à déterminer la loi de la variable aléatoire grand Y qui est égale à f rond x. J'ai déjà vu cette variable aléatoire, je sais que ces images sont 0, 1, donc soit 0, soit 1. Et donc, je vais devoir déterminer la probabilité pour que y soit égal à 1, puis la probabilité pour que y soit égal à 0. y égale 1, l'événement y égale 1 va pouvoir s'écrire comme la réunion sur n appartenant à n étoiles des x égale à 2n, 2n étant l'ensemble des antécédents de y égale 1. Tous les entiers pairs vont s'envoyer sur 1 par l'application petit f. La probabilité pour que grand Y soit égal à 1, c'est donc la somme de la série de termes général probabilité de x égale à 2n. La probabilité pour que grand X soit égal à 2n, c'est P fois Q puissance 2n moins 1, puisque la probabilité pour que grand X soit égal à n, c'est P fois Q puissance n moins 1, donc j'ai remplacé n par 2n ici. Pour calculer ceci, je vais faire apparaître une série géométrique de raisons Q au carré. Ici, je me retrouve donc avec une série géométrique de raisons Q au carré. Son premier terme, ça va être P fois Q, puisque pour n égale 1, je vais avoir Q au carré fois P sur Q, ça va me donner donc simplement P fois Q, sur 1 moins Q au carré. Je peux écrire 1 moins Q au carré sous la forme 1 moins Q fois 1 plus Q. 1 moins Q étant égal à P, il va simplifier avec le P qu'il y avait au numérateur, et je me retrouve simplement avec Q sur 1 plus Q. Je fais le même travail pour Y égale à 0, donc volontairement plutôt que de faire l'événement contraire. Ça va être la réunion de tous les entiers, de tous les x égale à un entier impair, c'est-à-dire grand X égale à 2n plus 1. Il va donc falloir que je détermine la somme de la série de termes générales P de x égale à 2n plus 1. Quand je remplace 2n plus 1 dans ma formule, je me retrouve avec P fois Q puissance 2n, donc ici le terme général que j'ai écrit ici. À nouveau, c'est une série géométrique de raisons Q au carré. Cette fois-ci, on commence avec n égale à 0, puisque j'ai besoin d'avoir l'entier 1. Donc, le premier terme de ma série, ce sera P, divisé par 1 moins la raison, c'est-à-dire P fois 1 moins Q au carré. À nouveau, 1 moins Q au carré, c'est 1 moins Q fois 1 plus Q. 1 moins Q étant égal à P, ça va simplifier avec le P du numérateur. Ici, je vérifie bien que la somme de ces deux probabilités vaut 1, ce qui montre bien qu'a priori, je n'ai pas fait d'erreur pour calculer la probabilité pour que y soit égal à 0 et la probabilité pour que y soit égal à 1. La proposition 19 vous donne l'espérance et la variance d'une loi géométrique de paramètres P. L'espérance va être égale à 1 sur P et la variance va être égale à 1 moins P sur P au carré. Pour calculer l'espérance, je dois donc déterminer tout d'abord si la série de termes générales n fois P de x égale n, c'est-à-dire n fois P fois Q puissance n-1 est convergente, et déterminer sa somme. Donc, cette série de termes générales n fois P fois Q puissance n-1, c'est P fois une série dérivée de raisons Q. Q étant strictement compris entre 0 et 1, je sais que la série converge et donc je peux affirmer que grand X admet une espérance. Pour calculer l'espérance, il faut calculer la somme de cette série. Je vais donc dire que c'est P fois la somme de la série dérivée. D'après la formule, la série dérivée converge vers 1 sur 1 moins Q au carré. Donc l'espérance de X, c'est P sur 1 moins Q au carré. 1 moins Q étant égal à P, je me retrouve avec P sur P au carré, c'est-à-dire simplement 1 sur P. Pour calculer la variance, je vais utiliser la formule de Huygens en calculant exponentielle de x carré, c'est-à-dire un moment d'ordre 2 de la variable aléatoire grand X. Pour cela, je vais écrire espérance de x carré égale l'espérance de x fois x moins 1 plus espérance de x. L'intérêt, c'est comme précédemment, c'est de faire apparaître la série dérivée seconde. Vous voyez ici que quand je cherche à calculer l'espérance de x fois x moins 1, je cherche à déterminer la somme de la série de termes générales n fois n-1 fois P fois Q puissance n-1. C'est presque ma série dérivée. Ma série dérivée, c'est n fois n-1 fois Q puissance n-2. La formule me donne que la somme de cette série, c'est 2 sur 1 moins Q au cube. Donc, ça me montre que
J'en déduis donc que la série de termes général n fois n-1 fois p fois q puissance n-1 est à un multiple près, c'est le terme général à multiple près d'une série convergente, donc elle est convergente, et pour trouver sa somme, je vais donc multiplier la somme de la série dérivée par p fois q, puisque ici il faut juste multiplier ceci, je factorise p fois q pour faire apparaître le terme général de ma série dérivée, et je me retrouve donc avec une somme qui est égale à 2 fois p fois q sur 1 moins q au cube. 1 moins q c'est p, donc je vais pouvoir simplifier avec un p au-dessus et je me retrouve avec, alors il manquait un q ici, donc c'est 2q sur 1 moins q au carré, j'ai simplifié p par 1 moins q ici, donc il me reste un 1 moins q au carré au dénominateur, c'est-à-dire un p au carré. J'en déduis que l'espérance de x au carré, c'est donc l'espérance de x fois x moins 1, c'est-à-dire 2q sur p au carré, plus l'espérance de x, c'est-à-dire 1 sur p. Et enfin, la variance, c'est l'espérance de x au carré moins l'espérance de x, le tout au carré, c'est-à-dire 2q sur p au carré, plus 1 sur p, moins 1 sur p au carré, ce qui va simplement être égal à q sur p au carré, puisque p plus q égale 1. Je me retrouve donc simplement avec 1 moins p sur p au carré, qui est la formule donnée dans la proposition. Alors, il arrive parfois qu'on désigne par y la variable aléatoire égale au nombre d'échecs avant le premier succès. Dans ce cas-là, le nombre d'échecs peut être égal à 0. Et pour tout entier n, la probabilité pour que y soit égal à n, l'événement y égale n, ça revient à dire que le premier succès a eu lieu au rang n plus 1. Donc la probabilité pour que y soit égal à n, c'est la probabilité pour que x soit égal à n plus 1. Cette probabilité, c'est donc p fois q puissance n. J'ai donc la variable aléatoire y qui est simplement égale à grand X moins 1. Je me retrouve donc avec facilement l'espérance de y et la variance de y. Cette loi, on va dire que y suit une loi géométrique sur n pour différencier d'une loi géométrique classique qui, elle, est définie sur n étoiles. Alors, il reste la dernière loi qu'on va voir ici, c'est la loi de Poisson. Ici, on ne peut pas donner un modèle probabiliste parce qu'en réalité, la loi de Poisson, on verra qu'elle elle s'obtient comme la limite d'une loi binomiale. Je vous ai donné ici une catégorie de phénomènes qui vont être décrits par une loi de Poisson. Ça peut être par exemple le nombre de véhicules qui franchissent un péage pendant une période de temps donnée, ou le nombre d'appels reçus pendant un temps t, le nombre de défauts dont un objet peut être affecté lorsqu'il est fabriqué en série. On va dire qu'une variable aléatoire x suit une loi de Poisson de paramètres lambda, avec lambda strictement positif, si grand X est à valeur dans n tout entier, et pour tout entier n, la probabilité pour que grand X soit égal à n, c'est égal à exponentielle moins lambda fois lambda puissance n sur factoriel n. On notera alors grand X qui suit avec un p calligraphié de lambda, p pour Poisson et lambda le paramètre de notre loi de Poisson. Alors, pour montrer que ça définit bien une loi de probabilité, il faut s'assurer que la série de termes général p de x égale n est convergente et que sa somme vaut bien 1. Ici, on remarque que la série de termes général lambda puissance k sur factoriel k, c'est une série exponentielle qui est donc convergente et de somme exponentielle lambda. Donc, c'est pour ceci qu'on a multiplié par exponentielle moins lambda, c'est de façon à obtenir une somme qui est égale à 1. Si x suit une loi de Poisson de paramètre lambda, alors son espérance et sa variance seront égales à lambda. Parfois, vous verrez dans des exercices qu'on vous dit soit x la variable aléatoire qui suit une loi de Poisson d'espérance lambda. C'est juste pour vous piéger, entre guillemets, même si vous ne tomberez pas dans le panneau. Au lieu de vous donner le paramètre, on vous donne l'espérance. Comme vous savez que l'espérance est égale au paramètre, vous n'aurez pas de problème pour faire l'exercice. Pour déterminer l'espérance de x, on doit considérer la série de termes général n exponentielle moins lambda, lambda puissance n sur factoriel n, c'est-à-dire n fois la probabilité pour que grand X soit égal à n. On remarque tout d'abord que le premier terme est nul, donc la série commence en réalité à 1. Si elle commence à 1, on va pouvoir simplifier le n sur factoriel n et dire que c'est 1 sur factoriel n moins 1. On se retrouve donc avec un terme général qui est égal à exponentielle moins lambda, lambda puissance n sur factoriel n moins 1.
je vais sortir un lambda pour faire apparaître un lambda puissance n-1 sur factoriel n-1. Ceci, pour n supérieur ou égal à 1, ça va être le terme général de la série exponentielle, puisque à changement de variable près, je me retrouve avec cette série-là. Donc, je vais me retrouver avec lambda fois la série de termes général exponentiellement lambda, lambda puissance n sur factoriel n, c'est-à-dire la série dont la somme est égale à 1, je viens de le montrer. Ainsi, l'espérance, ça va être lambda fois 1, c'est-à-dire simplement lambda. Donc, encore une fois, quand je somme pour n supérieur ou égal à 1 cette série-là, c'est comme si je sommais à partir de 0 lambda puissance n sur factoriel n, et donc je sais que cette somme vaut exponentielle de lambda, donc en multipliant par exponentiellement lambda, je me retrouve bien avec une somme égale à 1. En multipliant par lambda, je me retrouve avec une somme égale à lambda. On cherche maintenant à calculer la variance, donc je vais commencer par calculer l'espérance de x carré. À nouveau, je vais faire cette technique-là, c'est-à-dire décomposer, l'espérance de x carré comme étant l'espérance de x fois x moins 1 plus l'espérance de x. Cette série, donc, va avoir comme terme général n fois n moins 1 fois exponentielle moins lambda, lambda puissance n sur factoriel n. À nouveau, les deux premiers termes, n égale 1 et n égale à 0, vont être nuls. Donc, ça revient à sommer à partir de 2, n fois n moins 1 exponentielle moins lambda fois lambda puissance n sur factoriel n. Comme n est différent de 0 et 1, je vais pouvoir simplifier. Je vais me retrouver avec un factoriel n-2 au dénominateur. À nouveau, je factorise par lambda au carré pour faire apparaître le terme général de cette série. La série donc, qui commence à 2 et qui est égale à lambda puissance n-2 sur factoriel n-2, c'est comme si elle commençait à 0 et qu'elle était égale à lambda puissance n sur factoriel n. Donc sa somme va être égale à exponentielle lambda. Si je multiplie par exponentielle moins lambda, je me retrouve avec la somme de cette série-là qui est donc 1. Ainsi, l'espérance de x fois x moins 1, ça va donc être la somme de cette série qui est simplement égale à lambda au carré. Maintenant, pour calculer la variance, je vais dire que c'est l'espérance de x fois x moins 1 plus l'espérance de x, ça c'est ce qui représente l'espérance de x au carré, moins l'espérance, c'est une erreur ici, c'est de x le tout au carré, il faut sortir le 2. Je remplace l'espérance de x fois x moins 1, c'est lambda carré, j'ai mis à l'envers. Donc, à nouveau, la variance, c'est donc l'espérance de x fois x moins 1 plus espérance de x, ceci vaut espérance de x carré, moins l'espérance de x le tout au carré. Je remplace l'espérance de x fois x moins 1, c'est lambda carré, plus l'espérance de x qui vaut lambda, moins l'espérance de x le tout au carré, c'est-à-dire moins lambda au carré. Les lambda au carré vont se simplifier et je me retrouve simplement avec une variance qui est égale à lambda. Donc j'ai bien montré que l'espérance et la variance étaient toutes les deux égales à lambda.